Merci aux intervenants d'être avec nous. On va évoquer avec vous trois, la question de l'industrie 4.0. Alors en reprenant le sujet un peu au début, un peu à la base, pour être bien certain que tout le monde nous suive. Et puis on évoquera ensuite, à l'échelle de vos entreprises et de vos expériences, la manière dont vous avez mis en œuvre vous-même l'industrie 4.0. Je vais vous proposer de faire un premier petit tour de table, un peu comme ce matin, avec une seule question à laquelle je vais vous inviter à répondre de la manière la plus simple possible, même si cette question ne l'est pas forcément. Tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0 ? Comment vous la définiriez ? Je vais commencer avec vous, Jocelyn Zindy. Vous êtes directeur commercial Eiffage Énergie Système. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre à cette question, moi, je vais plutôt parler, non pas d'industrie 4.0, mais d'industrie du futur. C'est synonyme ? Pas tout à fait. Alors, justement, pour poser le sujet, l'industrie du futur, c'est le nom du programme national français en faveur de modernisation de l'industrie. L'industrie 4.0, c'est le nom du programme allemand, avec le même objectif, mais qui a été créé un peu plus tôt, qui a été créé en 2011 et le programme français en 2015. Et le programme allemand, lui, était très orienté technologie, numérisation des processus, d'où le nom Industrie 4.0, Usine 4.0, nom qu'on utilise encore aujourd'hui de temps en temps. Pour revenir au programme français, donc, qui s'appelle Industrie du futur, il prend en compte les briques technologiques, donc il prend en compte cette notion de 4.0, mais il va au-delà, il prend aussi en compte les aspects environnementaux et les aspects humains. Et justement, cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle l'industrie du futur. Et on va explorer les différentes dimensions cet après-midi, tous les trois. Pierre-Marie Gaillot, directeur de la transformation 4.0 au CETIM. Oui, donc, c'est bon. Oui. Pour répondre à cette question, c'est déjà une première réflexion de base. Les industriels produisent ce qu'ils s'achètent. Et demain, ils produiront ce qui s'achètera. Et pour ça, ils ont trois grands leviers pour faire ça. C'est de travailler sur leur stratégie, la promesse d'utilité qu'ils font aux clients. C'est de travailler sur leur organisation, qu'elle soit interne, qu'elle soit sur la production, sur le bureau d'études, sur les achats, sur les richesses humaines. Et puis, elles ont aussi comme troisième levier de s'appuyer sur ce que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies, qu'elles soient physiques, qu'elle soit digitale. Donc tout ça, c'est ce qui permet de faire de l'industrie d'aujourd'hui. Et pour faire de l'industrie de demain, eh bien, elles vont aussi avoir des oreilles pour sortir du grillage qui est dans lequel se retrouve leur entreprise, pour écouter les grandes tendances sociétales, pour écouter les nouvelles attentes qui arrivent du marché, et pour pouvoir prendre une décision, on pourra creuser tout ça par la suite, c'est soit j'optimise ce que je fais déjà, soit je me prépare à faire des choses qui seront attendues demain. Donc pour nous, c'est tout ça l'industrie du futur. Je suis complètement en lien avec vous. C'est ce qui avait été monteborisé, a été macronisé en mettant l'humain et le client au-delà de l'usine, des process et des produits. On va parler donc de techno, mais pas que de techno, j'entends bien. Il y a tous les enjeux qui sont autour, environnementaux, humains en particulier. Claude Bouchard, directeur innovation chez ACE, Automatisme du Centre-Est. C'est cela. Pour rebondir ce que vous venez de dire, effectivement, l'industrie du futur, puisque c'est le terme français, mais ce qui me gêne dans le futur, c'est qu'on parle de demain, alors que pour nous, c'est aujourd'hui. C'est concret, c'est vivant, c'est aujourd'hui. Et ce qui est au cœur de l'industrie du futur, c'est l'homme. Et l'accompagnement au travers des technologies numériques ou des différentes briques technologiques, robotiques et autres, mais c'est l'homme qui est au cœur de cette transformation et qui va être accompagné par tout ce qu'on peut mettre en numérique autour. Et on doit faire un focus sur la transmission du savoir et la capitalisation du savoir dans l'entreprise autour de l'homme. On reviendra avec vous tout à l'heure, effectivement, en particulier sur l'enjeu humain, l'enjeu de formation, l'enjeu de compétences dans l'entreprise et l'enjeu d'attractivité des entreprises aussi. C'est un élément qui est étroitement lié. Voilà pour ce petit préambule sur lequel je voulais vous entendre. Alors on s'accordera sur le fait de parler indifféremment de l'industrie 4.0 ou d'industrie du futur cet après-midi, même si on a bien compris les nuances entre ces deux notions. Si on va un petit peu plus loin, si on cherchait à identifier quels sont, de façon un peu plus claire, les différents enjeux que revêt l'industrie 4.0. Je crois qu'il y en a 4 à vos yeux. Jocelyn Zindy, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, il y a plusieurs enjeux. L'enjeu global, c'est l'agilité qui est apportée aux entreprises. Cette agilité, elle peut être apportée par différents leviers de compétitivité. Ces leviers de compétitivité ont été identifiés par l'Alliance Industrie du Futur, donc l'AIF, qui effectivement propose comme levier une transformation technique, une transformation organisationnelle, une transformation sociétale et une transformation des solutions apportées donc à l'être humain.
Ça, c'est les 4 enjeux. Transformation, on peut les prendre dans n'importe quel ordre. Oui, bien sûr. Oui, il y en a. Transformation technique, on va commencer par celui-là, parce que la première chose à laquelle on pense, Industrie 4.0, c'est la techno. Voilà, donc ce sont la techno, donc ce sont les briques technologiques qui permettent de faire de l'industrie du futur ou du 4.0, puisque là on va plus être sur des briques technologiques numériques, mais pas que numériques. On peut aussi imaginer d'autres briques technologiques, comme des briques de robotique avancée par exemple. Et ces briques technologiques, elles sont très nombreuses. La question qui va se poser ensuite, c'est à quelle brique technologique est nécessaire pour faire de l'industrie du futur. Et cette réponse-là qui va être très importante en fonction du besoin à lequel il va falloir répondre. Donc l'objectif n'est pas forcément d'amener toutes les briques technologiques, mais ça va être d'amener la brique technologique ou les briques technologiques qui sont nécessaires face aux besoins qu'on peut identifier à un instant T. Donc on mesure bien que derrière, il y a une question de management, de décision commerciale, de stratégie commerciale. Il y a tous ces éléments-là qui arrivent derrière, et c'est là qu'arrive la notion d'enjeu organisationnel. Voilà, donc l'enjeu organisationnel, lui, effectivement, c'est ça va être la question que va se poser notamment nos clients, de dire, OK, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on change nos schémas d'organisation, parce que la relation entre un client et un fournisseur, elle n'est plus tout à fait la même lorsqu'on va aborder les sujets d'industrie du futur, et je vais expliquer pourquoi très simplement. Toutes les entreprises se sont optimisées ces dernières années. Donc le gros du travail pour améliorer la performance, pour optimiser les entreprises, a été fait. Maintenant, on est dans les quelques pourcentages encore qui manquent. Et ceux-là, ils sont évidemment les plus durs à chercher, et ils ne peuvent pas être trouvés par des schémas traditionnels de relations client-fournisseur avec émission d'un cahier des charges, etc. Ils vont plutôt être trouvés autrement par un mode collaboratif, où on va dire, à un moment donné, on ose ouvrir le livre en disant, voilà, les soucis que l'on a, la problématique que l'on souhaite régler, le sujet sur lequel on souhaite travailler, et cette collaboration avec le partenaire ou les partenaires, parce qu'on peut aussi ouvrir ça à une table avec un peu plus que deux entreprises, va permettre de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter comme bonne solution pour avancer sur ces sujets-là. L'enjeu techno, les briques techno qu'on évoquait tout à l'heure, ne peuvent pas se faire sans une réflexion, sans avoir repensé l'organisation et le management dans l'entreprise. Les deux enjeux sont étroitement liés l'un à l'autre. Complètement, et je donnerai juste un exemple pour illustrer cela. Récemment, on a eu possibilité d'implanter des AGV, donc des chariots qui se déplacent tout seuls dans les entreprises pour fluidifier et réduire certains risques. Le sujet était à la mise en place d'un AGV. Finalement, donc là, une réponse technologique. Et puis finalement, avant de répondre directement à cette technologie, en faisant un peu une réflexion sur le sujet, on s'est rendu compte qu'en optimisant les flux un peu différemment, donc en faisant du lean manufacturing, en faisant un peu de variation, d'implantation physique des process, le schéma actuel pouvait tout à fait répondre aux besoins du client sans faire cet investissement dans une brique technologique. Donc la brique technologique n'est pas forcément toujours la réponse. Il y a effectivement cette réflexion menée. Les enjeux pour vous, Pierre-Marie Gaillot, de l'industrie 4.0, 4 enjeux également à vos yeux. Oui, déjà je vous laisse nous les présenter. Déjà s'occuper des hommes. Première chose, s'occuper des hommes, de leurs compétences, mais pas que, aussi de leur attachement à l'entreprise. Ensuite, s'occuper de ses clients, savoir ce qu'ils ont besoin. S'occuper de ses clients, c'était effectivement important. S'occuper de ses fournisseurs. Et puis ensuite, je dirais au milieu, l'entreprise, on se débrouille pour que tout ça rende le service aux 3 acteurs que l'on a vus. Donc effectivement, sur ces aspects-là, vous avez 7 grands leviers sur lesquels vous pouvez agir. Vous pouvez agir sur le développement de l'entreprise, sa stratégie, ses valeurs, sa singularité, la promesse client qu'elle apporte. Vous pouvez vous appuyer sur ce qui fait ses opérations aujourd'hui, ce qu'on appelle son excellence opérationnelle et ses richesses humaines. Vous pouvez vous appuyer aussi sur les grandes tendances qui existent au niveau du marché, au niveau de la société civile, avec notamment la transformation énergétique et environnementale et le volet RSE. Et puis arrive tout ça, 2 moyens qui vont permettre d'y répondre, que sont la modernisation par l'outil physique et la modernisation par l'outil numérique. Mais il n'y a pas de monopole de point d'entrée. On l'a vu dans ce que vous venez d'expliquer, avec un point d'entrée technologique, je revisite une stratégie, une organisation. Donc pas de monopole de point d'entrée. Ne faisons pas croire qu'il faut d'abord faire de la stratégie, ensuite de l'orga, ensuite de la techno. On peut aborder à 360 degrés
la transformation d'une entreprise avec un sujet tel que vous venez, monsieur, de le décrire, qui est un AGV. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont essentiels. Et puis, au-delà de ça, il y a 4 grands défis que l'industrie française n'a pas réussi à faire massivement, à relever massivement. Le premier, c'est celui de la montée en gamme. On a un tissu industriel qui est positionné au plus mauvais positionnement qu'on pourrait imaginer. C'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme. Et pourtant, on a des coûts qui s'approchent plus du haut de gamme. Donc le repositionnement de l'offre, produit, process, service, business model, il est essentiel. D'autres éléments, c'est que, on l'a encore entendu ce matin, il faut qu'on apprenne à faire notre révolution marketing et qu'on soit capable aussi de dire que pour vendre un produit, il faut d'abord apprendre à écouter un besoin et non pas vanter son savoir-faire technique et dire j'ai les plus gros muscles et tu verras, ma solution va permettre d'y répondre. Donc vous avez un 4e levier qui est, et vous l'avez aussi évoqué, monsieur, ce qui est, on est dans un, qu'on le veuille ou pas, on est dans un monde maintenant de rapidité. Et il faut qu'on soit... j'ai un certain nombre d'années d'expérience, ça peut se voir à la couleur de mes cheveux, et j'ai noté une division par 4 sur le temps, par exemple, pour concevoir un nouveau produit, un nouveau process, divisé par 4. Donc les outils digitaux nous permettent de le faire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'agilité organisationnelle, l'autonomie, la responsabilité et la capacité de prendre des décisions. Donc la notion de rapidité, c'est quelque chose qui est essentiel. Dans les témoignages qu'on a eus ce matin, les entreprises ont su rebondir parce qu'elles ont eu cette résilience et ce rebond sur leur capacité de rapidement prendre une décision. Si pour faire ça, elles avaient fait un business plan, une étude de marché, des validations techniques, elles auraient terminé leur process, le confinement aurait été fini, et elles n'auraient pas forcé. Ce matin, on a appris un truc excellent qui est, c'est dans les côtes qu'on gagne une course. On aurait pu le dire comme ça, en effet, ce matin. On est dans une côte, et ils ont gagné ça là-dessus. Et puis, le dernier enjeu sur lequel l'industrie française n'a pas fait massivement sa mue, c'est ce que je pourrais caractériser d'intégration. D'intégration, donc la fin des silos, que ce soit des silos internes, mais que ce soit aussi des silos dans des chaînes de valeur avec des clients, des fournisseurs, ce qu'on appelle le monde du coopération, coopétition, etc. Et les problématiques aujourd'hui, on ne sait plus les traiter tout seul. Donc oui, donc c'est tout ça les enjeux de l'industrie du futur, et c'est des enjeux qui sont largement autant culturels dans notre patrie de Descartes, chère à la déclinaison hiérarchique des modes de pensée et à la séparation de la pensée et de l'action. Or, on voit encore ce matin que les entreprises ont su rebondir parce qu'elles ont fait en même temps l'action et la pensée. Donc on a une grosse culture là-dessus à faire. Et si on l'aborde que par la techno, à mon avis, en tout cas, une entreprise qui ferait que ça, je ne pense pas que j'investirais dedans en tant qu'investisseur. Bon, alors il y a beaucoup de choses, vous venez de dire beaucoup de choses, on va reprendre un certain nombre de points, mais je voudrais, Claude Bouchard, que vous réagissiez peut-être à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que l'industrie 4.0, on est bien sur une approche globale, une approche à 360, disait Pierre-Marie à l'instant. Concrètement, ça veut dire comment concrètement une entreprise peut-elle s'emparer du sujet ? Parce que la 360, c'est bien, mais ça pose la question de qui commence et par quel bout on tire la pelote. La difficulté, effectivement, c'est de savoir par quel bout on va tirer la pelote. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder effectivement ce 360 degrés pour analyser un petit peu quels vont être les leviers, parce que le numérique ou les différentes briques technologiques ne sont que des leviers pour faire avancer l'entreprise. Et un des premiers leviers, je citerai une 5e silo, ou comme vous disiez, un niveau d'importance, qui est l'attractivité, vous l'avez dit tout à l'heure. L'attractivité, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, là. Je pense qu'il y a une image de l'industrie qui a été massacrée pendant des années, des décennies. Et aujourd'hui, le numérique, les outils numériques, on le voit quand on fait des journées portes ouvertes dans les établissements, dans les universités et autres, on voit que le numérique va permettre de redécouvrir les outils industriels. Et un des enjeux de cette industrie 4.0, industrie du futur, c'est de dire, attention, nos métiers, ils ont évolué, et le numérique va nous permettre
en sélectionnant une ou plusieurs briques, de redonner une attractivité, de remettre une compétitivité au sein de nos entreprises, et surtout que l'homme s'épanouisse dans l'entreprise, même s'il n'y reste pas à vie, parce que ça a changé aussi. Les jeunes et même les anciens, on change régulièrement, on veut s'épanouir, découvrir d'autres choses. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est aussi de capitaliser ce savoir avec le numérique dans l'entreprise, tout en gardant une forte attractivité. Parce que si on perd l'attractivité, l'entreprise, elle meurt, il n'y a plus d'hommes dedans. Hommes avec un grand H, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi dedans. Oui, oui, bien sûr. Et, votre société, donc ACE, elle accompagne ses clients, vous accompagnez vos clients dans leur transition en élaborant et en déployant chez eux des outils, des dispositifs C'est ça. Relevant de l'industrie 4.0. Vous allez nous donner quelques exemples tout à l'heure. Oui. Est-ce que effectivement la démarche entreprise par ces entreprises qui se lancent dans l'industrie 4.0, c'est une démarche globale aujourd'hui ou qui a la main aujourd'hui pour s'engager dans ce genre de démarche? Alors, la difficulté de nos clients, c'est qu'effectivement, derrière ce terme ou cette mode, puisqu'il y a un effet de mode derrière tout ça, c'est de savoir par quel bout on va attaquer le sujet. Et donc, souvent, c'est très abstrait pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment aborder la thématique. Et notre apport, et on l'a fait déjà en interne, on a fait notre introspection avant de commencer, c'est de dire quel est notre besoin et quelle première ficelle on va tirer. Et ce qui fait aujourd'hui que nos clients nous suivent, c'est qu'on a apporté des solutions concrètes sur ces différents thèmes, ou différentes briques. Pouvez-vous nous donner des exemples de clients que vous avez accompagnés à travers des projets ayant abouti? Il y a des clients locaux dans le monde de la tuilerie, comme Terreal, il y a des gens comme Michelin, Arcelor, où en fait on accompagne nos équipements avec tout l'environnement de la réalité augmentée de façon à rapidement mettre en situation les opérateurs de maintenance qui soient accompagnés dans leur acquisition de savoir. Et en plus, avec cette technologie, le savoir reste dans l'entreprise. Et si on a un changement d'intérimaire ou d'autres personnes, on peut rapidement retransmettre ce savoir. Donc, autrement dit, vous mettez en place, un outil se met en place dans l'entreprise, oui. Vous apportez l'élément qui va permettre aux équipes de s'approprier l'outil et de se former à l'outil. C'est ça. Grâce à la réalité augmentée, par exemple. En particulier, oui. C'est ça. Par quel bout une entreprise qui se pose des questions, qui réfléchit à sa stratégie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, doit-elle prendre le sujet? Jocelyn Zindy. Effectivement, alors c'est la question essentielle. Comment on avance vers l'industrie du futur quand on est une entreprise, quand on est un environnement de production? Et ce qu'on voit, c'est que le schéma traditionnel n'est pas forcément applicable et qu'il faut avoir une approche un petit peu différente. Et cette approche, c'est vraiment de se placer dans un mode collaboratif. Le schéma traditionnel, pardon de vous couper, c'est le patron qui dit voilà, je sens bien qu'il y a un marché, là on va faire ça et point. C'est ça l'approche traditionnelle. Voilà, ouais. Par exemple. Et effectivement, c'est une organisation très verticale. Voilà. Alors que là, l'idée, c'est effectivement plutôt de faire de l'horizontal, pour reprendre cette image, et de faire vraiment du collaboratif, et d'ouvrir les chakras, et de trouver de nouvelles idées, de nouvelles pistes de collaboration, de ne pas avoir peur non plus de s'ouvrir vers un écosystème un peu plus complet. On a souvent peur de dire, mais si on s'ouvre vers l'écosystème, on peut perdre éventuellement une idée. Ben non, peu importe, on s'ouvre vers l'écosystème et ça nous permettra peut-être tous ensemble d'aller plus rapidement. Et puis après, on trouvera une autre idée et puis on continuera comme ça. Donc il y a vraiment, comment y aller, c'est vraiment cette démarche-là qui est un peu un changement culturel important, mais qui est effectivement pour revenir au levier de l'industrie du futur, qui est un des leviers d'accès vers l'industrie du futur. Donc c'est réellement celui-ci qu'il faut utiliser. Pierre Margaillot, vous partagez cette vision des choses. La clé, c'est le collaboratif, l'horizontal, les nouvelles façons de travailler ensemble? Je le dirais d'une manière différente, mais qui est complètement complémentaire. La clé, c'est de trouver le levier par lequel les équipes vont se mettre en mouvement. Parce que ce que l'on constate, c'est qu'à partir du moment où une entreprise est en mouvement sur un plan de transformation, derrière, elle monte en maturité et les chantiers suivants deviennent de plus en plus faciles. Donc, toute la question est de dire quel va être le premier chantier. Il peut être stratégique, il peut être organisationnel, il peut être technologique, il peut être RH. Quel est le premier chantier qui va mettre le plus massivement possible en mouvement l'entreprise vers cette appétence de transformation? Voilà. Et donc là,
c'est le premier levier, et on a engrammé ça, nous, dans un métier qu'on a créé, qu'on appelle des architectes de la transformation. Un architecte de la transformation, c'est un transformateur d'enjeux. C'est-à-dire, il va aider le chef d'entreprise à décoder ses enjeux et à définir parmi ces enjeux les briques de transformation qui ont du sens pour y répondre, et ensuite de choisir celle par laquelle il va commencer pour ensuite le mettre dans une deuxième phase d'accompagnement, comme vous l'expliquiez, qui est de dire, maintenant sur ce chantier, le but c'est de mettre la balle au fond du filet et que ce soit une réussite sociale, sociétale, environnementale et économique. Je pense l'ordre n'est pas anodin dans ce que je viens de dire. Voilà. Et c'est ça. Donc, par où commencer? Oui. D'ailleurs, on a la chance de pouvoir accompagner à peu près 1000 boîtes par an, donc on a quelques stats, et 20% des entreprises disent qu'un des premiers obstacles pour attaquer l'industrie du futur, c'est de répondre à la question par où commencer. Les 60%, c'est on n'a pas les ressources internes. Et ça va complètement avec votre lien de compétents. D'où le rôle d'organisations comme la vôtre, qui accompagne, qui est en capacité d'accompagner. Alors cet architecte que vous évoquiez à l'instant, il a quel profil? C'est plutôt un ingénieur, un scientifique, ou alors c'est un manager? C'est quelqu'un qui a une expérience dans l'organisation ou le pilotage d'entreprise? On va dire c'est un caméléon. Oui. Qui a 2 pattes, minimum 2 pattes, et quand il en a 3, c'est mieux. Une première patte, c'est une expérience de l'opérationnalité, c'est-à-dire il a été chef d'entreprise, il a été patron de prod, il a dirigé des bureaux d'études, en fait il sait ce que c'est qu'une opération. C'est quelqu'un qui a les postures d'un consultant, c'est-à-dire pas celui qui dit qui sait, mais celui qui fait découvrir. Et puis, s'il a la troisième patte, c'est encore mieux, c'est quelqu'un qui a une culture de l'intégration de plein de choses différentes qui sont contradictoires les unes avec les autres et sur lesquelles il faut trouver la martingale pour y trouver du sens. Donc ces notions-là. Oui, donc c'est des oiseaux rares. On est fiers d'en avoir une 50aine qu'on a formés. On les garde et on les manage avec toute l'attention qu'il faut parce que c'est précieux. Et oui, et c'est souvent des profils de dual. Oui. Il bouscule un peu les façons de travailler dans l'entreprise française de façon générale, dont on dit qu'elle est pour le coup très organisée verticalement. Il y a une culture aussi, selon les pays, une culture anglo-saxonne qui serait peut-être un petit peu plus ouverte à ça que la culture française. Il faut bousculer nos entreprises aujourd'hui quand on parle d'industrie 4.0. C'est votre sentiment ou pas? C'est pour les trois la question. Donc le bousculer, si on prend le sens noble du terme, avec une notion d'empathie dans le bousculement, dans la bousculade, je ne sais pas si c'est français, bousculade, c'est mieux. Oui, si c'est bousculer pour déstabiliser et derrière laisser quelqu'un sans filet de survie, non. Mais quelque part, il faut faire prendre conscience que le monde bouge et donner au chef d'entreprise la décision de dire je prends ou pas mon destin en main. Ça veut dire quoi, je prends ou pas mon destin en main? Ça peut être j'utilise des nouvelles technologies pour faire mieux demain ce que je fais déjà aujourd'hui et je suis dans une logique d'optimisation de coûts et d'unités d'œuvre. À terme, c'est sans doute mortifère. L'autre manière, c'est de dire comment je me réinvente pour me préparer à des choses de nouvelles. Et là, voilà, imaginez que vous avez un plan d'action sous les yeux, vous prenez 2 stabilos, un vert, un jaune, vous stabilotez en vert ce qui permet de mieux faire aujourd'hui ce qui est demandé, vous stabilotez en jaune ce qui fera vos externalités et votre activité de demain. S'il n'y a pas un petit peu de jaune, c'est un petit peu embêtant. Jocelyn Zadi, Alors, bouscule les entreprises françaises, les chefs d'entreprise, les dirigeants quand on parle d'industrie 4.0 aujourd'hui? oui, mais avec beaucoup de douceur, Oui. parce que ça ne marcherait pas autrement, justement parce qu'on ne serait pas dans ce schéma d'esprit de collaboration. Donc on est plutôt à apporter de l'agilité et à essayer de montrer les sujets sur lesquels on peut avoir un retour sur investissement rapide, parce que c'est quand même à un moment donné la clé la question qui va être posée principalement. Donc avec une approche peut-être plus agile sur des problématiques bien précises, on va arriver avec un investissement réduit
à montrer, tiens, on est sur la bonne voie, donc on peut continuer, ou à contrario, on s'est peut-être trompé, on peut aussi accepter à un moment donné d'être parti sur la mauvaise voie, mais on n'a pas investi beaucoup, on n'a investi que quelques semaines, donc c'est pas dramatique. Et puis on rectifie le tir. Il y a un droit à l'erreur. Un droit à l'erreur et une progression comme ça, de manière assez agile, progressive, itérative, pour arriver ensuite à l'objectif. Et à nouveau, on n'est pas dans un schéma que moi j'appelle traditionnel, qui est de dire, on va faire un grand projet qui va durer 2-3 ans, et dans 2-3 ans, on se retrouve à l'arrivée, et puis on regarde si le projet il est bon ou pas. C'est plus du tout comme ça, donc c'est beaucoup plus itératif, et avec toujours cette idée, quel est mon retour sur investissement, est-ce que je suis sur le bon chemin, et je m'adapte, et je l'améliore au fur et à mesure. On voit des résultats rapides, donc les gens voyant des résultats rapides, ils se sentent aussi plus impliqués dans le projet, ils sont acteurs du projet, et puis voilà, on est sur un cycle qui est vertueux. Claude Bouchard, en complément, pour moi, il y a, comme l'industrie qui est du futur, c'est un changement. Comme tout changement, il faut sortir les gens de leur zone de confort, mais il ne faut pas, pour moi, les bousculer. Ou en tout cas, il faut les accompagner. Et le terme qui me paraît essentiel, c'est l'accompagnement, qu'il soit externe ou interne. Ça, c'est la première chose qui me paraît être au cœur de ce changement. La deuxième chose, c'est, vous le disiez, pour mettre une entreprise en mouvement, la première chose qu'il faut réussir, c'est l'adhésion. Et pour trouver l'adhésion ou acquérir cette adhésion du personnel, il faut absolument trouver la bonne ficelle pour qu'un maximum de gens adhèrent à ce nouveau projet. Et ça, c'est les deux éléments qui me paraissent essentiels, c'est accompagner et faire adhérer. Parce que cette organisation très participative, à une époque on parlait de la participation dans les entreprises, aujourd'hui on parle du collaboratif, mais finalement ça recouvre peut-être un peu les mêmes réalités. À quelle échelle elle doit être conçue, imaginée ? C'est véritablement l'ensemble du personnel d'une entreprise ? Et puis là on aboutira à la question que je voulais vous poser après, de la taille de l'entreprise dans laquelle on peut mettre en œuvre tout ça. Quand on est une PME de 10 personnes, c'est peut-être plus facile que quand on est dans un groupe de plusieurs milliers de personnes présentes dans des pays différents, etc. Quelle est l'ampleur de la collaboration à mettre en œuvre ? Jocelyn, allez-y. C'est un état d'esprit. Donc ça ne va pas forcément concerner tout le monde sur chacun des sujets, bien évidemment. Une entreprise est structurée, chacun a son domaine d'activité. Par contre, cet état d'esprit, s'il est impulsé par une direction générale, il va naturellement ruisseler sur les différents projets. Et c'est comme ça que ça pourrait être appliqué. Et cette ouverture, la différence que je fais entre le collaboratif et le participatif, il va peut-être être interne à une entreprise, le collaboratif, il va aller au-delà. Oui. Il peut, pourquoi pas, dire, tiens, on s'associe avec un labo de recherche, on s'associe avec une start-up locale, on s'associe avec un concurrent, un partenaire, un fournisseur, enfin voilà, on ouvre vraiment, et puis on travaille ensemble sur un sujet bien donné. Pierre-Marie ? Oui, faut pas oublier d'où on vient et d'autres cultures. L'histoire est importante. On vient d'une culture et de la pensée de Descartes. Il y a des gens qui sont faits pour penser, d'autres qui sont faits pour exécuter. Ensuite, ça a donné d'autres mouvements. Le Fordisme, ça a donné ça. Mais à l'origine, c'est ça. La culture de dire « je laisse la main aux collaborateurs pour trouver la meilleure solution, comme vous le disiez, pour avancer, c'est pas quelque chose qui est natif dans la culture. Donc, on en parle beaucoup sur les plateaux. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la culture d'entreprise française. On en parle beaucoup sur les plateaux, ça se fait beaucoup moins dans la réalité, en vrai. Ça se fait beaucoup moins dans la réalité. Donc, je pense qu'on a tous une responsabilité d'accompagner cet aspect-là. Aujourd'hui, si vous écoutez les discours, on met l'homme au centre de l'industrie du futur. Bon, sans faire beaucoup de caricatures, aujourd'hui, on le met beaucoup plus en situation de fournisseur des process pensés par les bureaux d'études que client du process qui va permettre de réaliser une promesse pour un client. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette inversion-là, puisqu'on est dans des structures très pyramidales de management. Et mettre en place tout ça, ça veut dire, imaginez, vous êtes aujourd'hui agent de maîtrise. Vous avez été nommé à votre poste parce que vous avez été le meilleur technicien. Vous avez dans votre main le savoir pour dire ce qu'il faut faire, comment réagir. Vous digitalisez l'entreprise. L'opérateur, avec un smartphone, il a toute l'info que vous aviez avant. Vous avez inversé la pyramide des connaissances. Et aujourd'hui, un des grands oubliés dans les plans industrie du futur, c'est pas la techno,
c'est parfois la stratégie, mais c'est surtout l'agent de maîtrise, parce que lui, son rôle sort. Avant, il était quoi? Je suis agent de maîtrise. Oh, ben maintenant, je suis coach d'équipe. Ouais, enfin bref, tu fais quoi en vrai? Parce qu'on est dans cette culture-là. Donc, on a un vrai effort à travailler. Des anglo-saxons, par exemple, ne diraient pas droit à l'erreur. C'est typiquement français. Ils diraient droit à l'expérimentation. C'est pas pareil. Droit à l'erreur, ça veut dire je n'ai pas le droit de me tromper. Droit à l'expérimentation, je peux tester et apprendre de mes échecs. Donc apprenons des sportifs, apprenons des explorateurs, apprenons des gens qui partent dans l'espace et autres pour voir comment ils arrivent à être résilients. Si on a le temps, je vous raconterai une petite anecdote pendant le confinement, liée aux intermittents du spectacle. Allez-y. Eh bien, on arrivait sur une situation où on se disait comment fonctionner dans un monde dans lequel maintenant on ne sait plus prévoir les choses. Qui aujourd'hui, mieux que les intermittents du spectacle, ont l'habitude de se lever le matin en disant je ne sais pas ce qui va faire ma journée et comment je vais être payé dans la journée. Donc ils ont développé des capacités de résilience fortes, d'adaptation, et ces aspects-là, quand vous prenez le temps d'aller les écouter, quand vous prenez le temps d'aller les décoder, eh bien il y a beaucoup de choses que vous pouvez redescendre au niveau de l'entreprise. Donc c'est ce que j'appelle faire des détours retour, c'est-à-dire sortir de son champ habituel pour revenir dans son champ habituel. Et là, vous arrivez à faire prendre un certain nombre de choses de ce type-là. Et il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Et on donnera 2-3 exemples en parlant d'une caisse à outils, de distributeurs de gel et de bagnoles de luxe. Les exemples, ils vont venir dans un instant. Claude Bouchard, est-ce que effectivement le vrai risque du basculement vers l'industrie 4.0, c'est qu'on oublie les hommes et qu'on oublie de réinterroger finalement leur place dans l'entreprise et cette question de la possession des compétences et des savoir-faire? Cette notion d'effectivement, pour reprendre l'exemple de l'agent de maîtrise, cette notion très pyramidale en fait a tendance effectivement à disparaître avec les nouveaux modes d'échange de l'industrie du futur. C'est pas pour autant que sa fonction n'existe plus, il faut juste qu'il s'adapte à travailler autrement. Et effectivement, ce n'est plus par le savoir qui va exister, mais plus par l'accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans un rôle managérial, donc dans un rôle beaucoup plus managérial et beaucoup moins je t'explique comment il faut faire. On va venir aux exemples concrets dans quelques instants, parce que vous avez besoin dans la salle maintenant qu'on illustre les choses très concrètement. Une dernière question quand même avant ça. Tout ce que vous avez dit, est-ce que finalement ça ne donne pas une prime aux PME ? Quelle est la taille d'entreprise finalement qui est aujourd'hui l'entreprise suffisamment agile, suffisamment, oui je cherche un autre mot qu'agile, mais voilà, agile va très bien, suffisamment agile pour mettre en œuvre assez facilement ces nouvelles méthodes de travail, ces nouvelles méthodes collaboratives et à mettre en œuvre derrière des dispositifs innovants. C'est une prime aux PME et aux PMI, voire aux TPE, voire peut-être aux startups, plus qu'aux groupes. L'industrie 4.0, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, le contexte va être différent selon le type d'entreprise. Une prime aux PME, pas forcément. Tout au moins pas comme ça. La PME aura des avantages, évidemment, parce qu'elle aura peut-être, si on parle de structure pyramidale, elle sera beaucoup plus courte, évidemment, avec un râteau peut-être plus large, elle sera plus rapide, plus efficace dans la prise de décision. Mais elle aura d'autres inconvénients, à savoir des structures, des services supports qui sont peut-être en nombre moindre que dans un grand groupe, où là, le grand groupe, s'il fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, il peut avoir des centaines de personnes en structure qui vont être très en amont, et qui vont contribuer à ces différents projets. Donc je pense que chaque type d'entreprise est concernée. Elle a chacune des atouts et puis des points de faiblesse propres à son organisation, avec l'État qui essaye effectivement d'aider les PME, les ETI à avancer sur le sujet grâce à différents plans de relance qui ciblent vraiment justement ces types d'entreprises en se disant les grands groupes, voilà, ils ont les structures qui vont bien, ils ont peut-être d'autres mécanismes de financement par ailleurs. En tout cas, il faut vraiment aider les PME, les ETI à avancer sur le sujet. Juste d'amener les moyens qui peuvent éventuellement manquer à des PME pour mettre en œuvre ça. Voilà, c'est ça.
Prime aux PME, aux TPE, aux startups, les grands groupes. Tout le monde est concerné par le sujet, a priori. Alors tout le monde est concerné, oui. On a changé de paradigme. On n'est plus sur un paradigme grand versus petit. On est sur un paradigme rapide versus lent. Voilà. Et puis sur un paradigme en disant la complexité des produits, des services qui nous permettent d'exister sur le marché fait qu'un acteur seul n'a plus les moyens de répondre à la totalité. D'où ce que vous évoquez sur la notion de réseau. Et dans ce cadre-là, quand on est une PME patrimoniale, on a nativement intégré le fait que la première richesse, elle est humaine, que la deuxième, c'est les clients. C'est natif. Et ça, c'est un vrai avantage. Maintenant, là où la PME doit progresser, c'est dans sa capacité de chasser en meute, dans sa capacité de s'associer et d'arrêter de dire qu'elle est numéro 1 mondial à Chalon-sur-Saône. C'est d'aller vraiment sur ces aspects-là. Donc, elle a des vrais atouts culturels natifs. Elle n'a pas les moyens, moins les moyens, mais il y a des moyens qui sont donnés par des dispositifs d'appui. Maintenant, il faut qu'elle apprenne à oser collaborer avec d'autres. Et ça, c'est pas complètement culturel non plus encore, ça. Comment vous sentez cette approche, Claude, auprès de vos clients? Vous avez cité tout à l'heure des entreprises clientes qui sont des grands groupes internationaux et puis une entreprise qui est peut-être plus de taille plus modeste. Il y a une différence de culture, d'approche. Il y a une différence de culture. Et oui. des chances au départ qui ne sont pas les mêmes. Alors, je dirais pas les chances, mais les atouts sont différents. Vous l'avez très bien dit. La PME a de l'agilité, va avoir aussi une capacité en rapidité de décision et d'action. Là où effectivement il y a des progrès, mais on voit que ça commence à venir, c'est sur ces notions de chasser en meute et de travailler en mode collaboratif inter-PME. Parce qu'effectivement, la faiblesse d'une PME par rapport à un grand groupe, c'est les moyens, essentiellement, et les ressources disponibles. Donc le seul moyen de compenser ça, c'est de travailler en mode collaboratif et sur des complémentarités de savoir ou de compétences. Et ça commence, c'est une évolution qui est récente, mais qu'on commence à sentir dans les approches projets. Alors je voudrais maintenant qu'on passe à des choses très concrètes, très descriptives, des exemples, des illustrations de tout ce qu'on vient de se dire. Voilà, on a brossé le paysage de tout ça, les enjeux, les difficultés. Tiens, Pierre-Marie, vous évoquiez tout à l'heure 3 exemples là, sur lesquels on pourrait revenir. Très concrètement, l'industrie 4.0 dans une PME, ici en Bourgogne, Franche-Comté par exemple. Comment ça se traduit, comment ça se met en œuvre et qu'est-ce que ça permet? Alors, je vais prendre un exemple volontairement d'une PME qui s'appelle Sori, SORI, qui est dans le 38, pas très loin d'ici, et son métier, c'est de faire des caisses à outils. Une caisse à outils, c'est de la tôle, vous la pliez, il y a un côté gauche, un côté droit, un fond, un dessus, des tiroirs. Au moment du passage de l'euro, au moment du passage à l'euro, il y avait 10 fabricants qui restaient en France. Lorsque il y a eu l'euro, en 2000 quoi. Ouais, il y a eu au départ parité 1-1 et très vite il y a une parité euro-dollar qui était complètement déséquilibrée globalement. Du jour au lendemain, leurs produits, de toute façon ils les vendaient en dollars, et du jour au lendemain leurs produits valaient 30% de moins, de par la simple parité. Donc il y avait 2 solutions. C'était soit tout partir en Chine, soit trouver des solutions pour être capable d'avoir des produits compétitifs sur le territoire national en gagnant 30 points de productivité. C'est pas 5, c'est 30. Donc là, ils ont investi massivement dans 3 choses. Le premier, c'est les collaborateurs. Les collaborateurs, il n'y a pas un ingénieur dans cette boîte. Aujourd'hui, tous, ils programment des machines à commande numérique, ils pilotent les équipements à distance et ils collaborent. Le deuxième point qu'ils ont fait, c'est de se doter, avec les aides qui ont pu exister, de moyens leur permettant d'augmenter en flexibilité. Ça veut dire quoi? Si je parlerais à un financier, je lui dirais on augmente le ROS, le rendement du capital investi. Globalement, ça se traduit comment? La machine, elle peut tourner toute seule, sans les personnes, la nuit. Et le troisième point sur lequel ils sont allés, c'est d'aller voir l'ensemble des clients en disant mon produit, certes, il va coûter 7% de plus. Par contre, aujourd'hui,
Quand vous achetez ces produits en Chine, c'est un petit peu comme les jouets. Vous les commandez en janvier, ils sont fabriqués en juin, ils sont livrés en septembre. Et si vous avez pris des 7 tiroirs, des 5 tiroirs, des 3 tiroirs, vous avez mis ça, si c'est vendu tous les 7 tiroirs et qu'il y a besoin, il n'y en a plus. Moi, ce que je vous promets, c'est qu'une commande arrive, le lendemain, en milieu d'après-midi, elle est sur le quai, prête à être partie. Donc ils ont travaillé là-dessus. Ils ont fonctionné. Et arrivé le 17 mars 2020. La caisse, donc là ils ont travaillé sur quoi? Sur les compétences, l'organisation, les moyens de production et la valorisation de la différence client par le délai. Arrive le 17 mars avec le Covid. La caisse à outils, ce n'est pas un produit de première nécessité. Hein. Vous prenez un seau, vous mettez vos outils dedans, vous baladez, ça marche. Donc ils s'attendaient à avoir 70% de perte de chiffre d'affaires. C'est ce qui est arrivé. Donc il a dit comment je peux rebondir à partir de mes savoir-faire, de mes réseaux commerciaux, de mon agilité de machine et de mes compétences. Et il l'a fait, mais il en a vendu, lui, par rapport à d'autres que l'on fait, qu'on n'a pas vendu, des distributeurs de gel. Parce que c'est aussi de la tôle, etc. Et il a fait en mai 2020 un chiffre d'affaires supérieur à celui de mai 2019. Par les fondamentaux qu'il a mis. Donc cette usine, la même usine a fait des caisses à outils, a fait des distributeurs de gel. Aujourd'hui, la même usine, elle fait des voitures de luxe, ça s'appelle Devalier, c'est des voitures, des roadsters qui sont absolument fabuleux. Un nouveau constructeur français qui arrive, les voitures viennent d'être homologuées, c'est fait dans la même usine, avec les mêmes personnes et les mêmes principes. Donc oui, on peut, parce qu'il a travaillé sur tous les fondamentaux dont on a parlé tout à l'heure. Il a travaillé sur l'agilité, sur la taille de l'eau unique, sur le fait de dire comment en 35 heures de présence d'un opérateur dans l'atelier, je fais 140 heures de pièces bonnes. Ça a permis aux personnes de pouvoir piloter à distance, donc leur équilibre perso-privé, etc., Oui. etc. Et au passage, les salaires ont été nettement augmentés, donc il a une attractivité qui est forte, une rétention des collaborateurs qui sont fortes, il n'y a pas de turnover, les gens frappent à la porte, il n'y a pas de souci, et ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant. On est bien d'accord sur les 3 mesures qu'il a mises en œuvre. La deuxième, c'était la techno, hein, c'était la machine. S'il n'avait pas mis en œuvre les 2 autres, ça n'aurait pas fonctionné. On est bien dans un système global où la techno n'est qu'un élément du paysage. La grande différence entre le 3.0 et le 4.0, c'est qu'en 3.0, on pouvait raisonner analytique par des cases. Quand on est dans ce qu'on est en train de parler, il faut qu'on raisonne système, globalité. D'accord. Et ça, c'est une des grandes différences. Claude Bouchard, exemple chez vous, Terreal, vous évoquiez tout à l'heure, ça peut être un exemple intéressant à raconter concrètement. L'industrie 4.0 chez un fabricant c'est des tuiles, tuileries, oui. Je crois. En fait, la problématique qu'ont beaucoup de PME, en particulier industrielles, c'est sur la partie maintenance, le turnover, voire même la sous-traitance à des boîtes d'intérim, et comment je suis en capacité de faire intervenir rapidement des gens sur des outils assez complexes. Et effectivement, l'intérêt de la réalité augmentée, puisque c'est le sujet, c'est par ce biais-là qu'on a apporté une solution, c'est de mettre à disposition des outils numériques, des tablettes, des casques, de façon à permettre à acquérir rapidement le savoir autour des machines. Concrètement, ça marche comment? L'opérateur utilise souvent une tablette ou son smartphone, puisque le support n'est pas important, et dans lequel on a toutes les gammes de réglages de maintenance pour accompagner le démarrage ou la maintenance de la machine. Et ça se met en œuvre de quelle manière, enfin, en impliquant les salariés, le personnel. Vous parliez de l'intérim, donc ça veut dire que c'est des gens extérieurs à l'entreprise qu'il faut impliquer également dans le projet. Alors, c'est pas eux qu'on implique, mais par contre, le rôle de l'agent de maîtrise retrouve tout son sens, puisque c'est lui qui dans le projet, nous accompagne en tant que prestataire ou avec les opérateurs en place. Ça permet de mettre en place les process numériques qui vont être associés à la machine. Jocelyn Dindy, je prends un exemple aussi, oui, auprès de vous. Je peux sans problème. Alors moi, je vais donner un exemple. J'ai bien aimé les 2 exemples qui viennent d'être donnés. Le premier exemple montre vraiment l'intérêt de l'agilité, enjeu fondamental d'une entreprise. Et je vais apporter un exemple avec un autre angle,
par l'organisation de notre entreprise, nous intervenons sur des contrats de maintenance. Donc nous sommes très nombreux, nous sommes dans la branche énergie à peu près 30 000 personnes, dont plus de 20 000 en France, qui interviennent sur différents contrats de maintenance. Les techniciens de maintenance, techniciens et ingénieurs de maintenance, quand ils interviennent, ils doivent noter sur des papiers les rapports d'intervention, ce qu'ils ont pu faire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur papier, qui sont ensuite ressaisies, donc avec potentiellement un pourcentage d'erreur à la ressaisie, ce qui est normal, qui arrivent ensuite dans des systèmes quelques jours plus tard, qui arrivent souvent un peu tard, et donc qui ne sont pas forcément exploités parce que ça arrive un peu trop tard. Donc là, un formalisme un peu lourd et un peu lent. Voilà, et qu'on retrouve finalement dans énormément d'entreprises aujourd'hui. Et donc là, on s'est dit, tiens, on va maintenant dématérialiser tout ce système-là, donc ça c'est facile à faire, il existe déjà des solutions, et on est allé un peu plus loin en disant, ok, mais tant qu'à faire cette dématérialisation, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin et voir quelle assistance cognitive on peut apporter au technicien pour l'aider à faire mieux son boulot. Et lorsqu'il est appelé, c'est qu'il y a une panne, donc il a un facteur de stress, parce que ça peut être une panne d'un équipement de production qui peut survenir à 3 heures du matin. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui vont créer du stress et puis peut-être d'une le faire intervenir moins et puis nuire à son bien-être. Donc on s'est dit, tiens, en même temps, on va faire une application qui lui apporte une assistance en disant, voilà, il y a une panne sur tel équipement et qui fait un peu grâce à l'intelligence artificielle, qui va faire de la prescription en disant, bah, tiens, probablement, à tant de pourcents de probabilité, c'est telle pièce à changer à tel endroit. À tant de pourcents de possibilité, c'est une autre pièce à changer. Donc évidemment, lui, il reste souverain dans son intervention, mais il va pouvoir la faire déjà plus calmement. Quand il intervient, s'il y a des gens qui sont un petit peu tendus parce que ça ne marche pas, il peut déjà leur dire, a priori, c'est telle pièce à changer. Immédiatement, ça a un effet bénéfique, la tension redescend. Il peut faire son intervention avec toute sa compétence technique qu'il a, et ensuite, évidemment, il va dire dans le système, sur une tablette digitalisée par exemple, ce qu'il a pu faire comme intervention, ça va alimenter le retour d'expérience, les prescriptions suivantes seront de plus en plus justes, et puis il y aura un suivi de ces données, ces données vont s'inscrire de la continuité numérique, il y aura la continuité numérique de la panne qui est arrivée, de l'intervention qui a été faite, du compte rendu directement qui est poussé, et surtout, donc il y aura plus ces saisies, et il y a du temps qui va être dégagé, et ce temps, il va permettre de faire peut-être de l'exploitation des données, pour voir, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut peut-être anticiper, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait d'autres pannes qui arrivent. Donc ça rapporte beaucoup de valeur ajoutée à la chaîne complète. Donc voilà, nous on a mis ça en place pour nous en interne, et puis on le propose tout doucement aussi à nos clients, parce que finalement on se dit, nous on peut l'utiliser, nos clients ils peuvent peut-être l'utiliser aussi. Avec une brique intelligence artificielle, c'est un élément intéressant là-dedans, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'assistance et l'appui au travail des gens. Et du coup le collaborateur, l'agent de maintenance, vit ça de façon très positive. Voilà, alors lui-même, il y a une acceptabilité des projets qui est élevée. Oui, parce qu'on a mis à la fois un club utilisateur en place pour les faire participer à l'idée, de manière à ce qu'ils soient déjà dans la définition du sujet, et surtout qu'ils ne voient pas ce système comme quelque chose qui viendrait faire le boulot à leur place, parce que c'est vraiment pas l'esprit, mais c'est vraiment de réduire ce facteur de stress. Même s'ils en ont parlé peu, finalement, au fur et à mesure des réunions qui avançaient, le facteur de stress est quand même important. Et finalement, aujourd'hui, ils sont très satisfaits de ce système. La notion de continuité numérique, c'est un mot que vous avez utilisé. Ça me paraît très intéressant qu'on s'attarde un tout petit peu là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis le doigt, je le traduis comme ça, à partir du moment où on a mis le doigt dans le basculement vers le 4.0, dans un des aspects du travail de l'entreprise, finalement derrière, c'est un mouvement de fond qui fait que toute l'entreprise va basculer. Typiquement sur la digitalisation, c'est ce qui se passe. On se rend bien compte que quand le commercial commence à basculer vers le digital, tout le monde derrière le fait ou en même temps. Voilà. Alors, les entreprises, elles sont toutes équipées de plus ou moins de différents systèmes. Ces systèmes, ils contribuent évidemment au bon fonctionnement de l'entreprise, mais ils ne sont pas forcément interconnectés entre eux. Et là, on est au 3.0. Et le 4.0, il ne vient pas mettre tout ça de côté. Il vient juste, de manière très modeste, être complémentaire à tout ce qui existe, arriver à faire communiquer tous ces systèmes qui existent, justement pour garantir, pour mettre en avant cette continuité numérique. Et à partir du moment où on a la continuité numérique, on peut prendre des décisions plus rapides, qu'elles soient automatiques par des algorithmes avec de l'intelligence artificielle ou qu'elles soient par des tableaux de bord avec des gens qui les exploitent, peu importe. Et on augmente donc, et on permet donc d'avoir de l'agilité à l'entreprise. Vous aviez un autre exemple sous le coude, je crois ? Je peux donner un autre exemple. Vous aussi ? Un exemple aussi d'assistance. Là, j'étais sur l'assistance cognitive. On a d'autres exemples
de data science, donc c'est-à-dire de l'exploitation des données. Donc là, on est plutôt dans un domaine très mathématique, ou sur des machines qui sont en panne, qui ont des pannes récurrentes, mais sans forcément savoir d'où vient cette panne. Parce que voilà, les données en place ne permettent pas de le savoir. Avec cette continuité numérique, avec cette vue beaucoup plus globale, beaucoup plus système que ce qu'on pouvait avoir avant, on peut prendre en compte quel était l'environnement au moment de la panne, quels étaient les différents éléments, les différentes valeurs qu'on peut avoir au moment de la panne, donc les éléments propres au process, mais aussi les éléments exogènes au process, quelle était l'équipe qui travaillait, quel était le jour de la semaine, quelle était leur température, l'hygrométrie. Voilà, on va vraiment prendre de la hauteur, on va vraiment prendre du recul, et fort de tous ces éléments, on va peut-être trouver des facteurs influents qui permettent de dire, tiens, le facteur influent qui arrive et qui, lorsque cette panne se produit, est composé de l'ensemble de ces paramètres, et ça va donner des pistes à la maintenance, tout simplement pour aller optimiser le moyen. Vous mettez le doigt sur un autre sujet qu'on n'a pas eu le temps encore d'évoquer, mais il me paraît important de le citer, c'est cette question des data, des données. C'est au cœur de la transition vers l'industrie 4.0, cette histoire des données. C'est-à-dire qu'on recueille, à travers l'ensemble des outils, des dispositifs qu'on met en place, un grand nombre de données. Ça veut dire qu'il faut des gens dans l'entreprise pour gérer ça. Data manager, on appelle ça comme on veut, avec des risques liés. Et c'est toujours ce qui effraie un petit peu, évidemment, les entreprises quand elles veulent se lancer là-dedans. Sur ce sujet-là de la donnée, comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises ? La question est pour tout le monde. Oui, alors sur les données, beaucoup d'entreprises ont déjà les données dans des bases d'historique. Elles les ont éventuellement traitées lorsque la donnée est apparue en temps réel, pour faire un traitement immédiat. Et puis après, la donnée, elle est stockée, puis voilà, elle disparaît peut-être au bout de quelques temps. L'idée d'agréger toutes ces données, ça va être de pouvoir exploiter ces data et vraiment de leur donner toute leur valeur. Et là, on est effectivement dans ce qu'on appelle du big data ou des lacs de données. Et c'est là où la data science va pouvoir réellement aller beaucoup plus loin que les systèmes traditionnels en place. Vous avez cité l'aspect sécurité aussi. Donc c'est un des enjeux majeurs, alors là, vraiment pour toutes les entreprises, que ce soit des TPE, des ETI ou des grands groupes, la cybersécurité, bien évidemment. Alors, je ne veux pas forcément ici vouloir faire peur, c'est pas du tout le propos. D'autant qu'on a un atelier tout à l'heure, voilà, cybersécurité, où on pourra approfondir le sujet. Voilà, donc j'en dirais juste un mot, c'est que globalement, toutes les entreprises se sont plutôt bien protégées sur leur patrimoine d'informatique d'entreprise, donc la gestion des commerciales, la gestion du salaire, la gestion RH, la gestion des payes, etc. Par contre, au niveau de l'environnement de production, c'est aujourd'hui le maillon faible, et cet environnement de production, ces systèmes techniques, on est en train de les raccorder parce qu'on rajoute des objets connectés, parce qu'on veut remonter les données sur des tableaux de bord, sur des tablettes, etc. Donc on est en train de connecter ces systèmes qui avant n'étaient pas connectés, qui étaient vulnérables, mais à la limite, ils étaient vulnérables et pas connectés, donc c'était pas trop grave. Et aujourd'hui, on les connecte, donc cette vulnérabilité, elle peut être exploitée. Et là, je pense que c'est un des enjeux majeurs pour les quelques prochaines années de tous les industriels en France. Pierre-Marie, sur cette question des données en particulier ? Oui, donc on va caractériser deux types de données. Les données qui permettent de mieux faire son job et les données qui permettent de mettre de l'intelligence au produit, donc pour permettre à l'utilisateur du produit de mieux faire son job. C'est autre chose. Donc là, on reste sur les données qui permettent de mieux faire leur job. On a un recul parce qu'on accompagne entre 800 et 1000 entreprises par an. Et j'ai fait le calcul juste avant qu'on prépare cette table ronde. On a 60% des briques de transformation qui se mettent en œuvre qui tournent autour de la donnée. Il y en a un gros tiers qui est autour de la supervision. Pour être capable de collecter, stocker, savoir où est la traçabilité et assurer les aimants de qualité. Il y en a les autres 30% qui sont autour de deux choses qui sont la digitalisation des métiers, que ce soit celui de maintenance ou pas, et qui sont autour de la pertinence de la donnée de gestion de l'entreprise, ce qu'on appelle un ERP. Voilà. Et sur ces aspects-là, il y a 3 technologies clés qui ressortent. Des technologies de supervision, vous en avez des exemples dans des exposants, des technologies avec des objets connectés pour récupérer de l'information complémentaire sur de la pression, de la température, des cadences, que sais-je, et
des technologies qui vont permettre d'intégrer et de migrer et de faire mélanger tout ça. Voilà. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours un apport commun entre ce que permet la techno, ce que permet l'intelligence artificielle qui se développe beaucoup. Je donne juste un chiffre. Février 2021, 6% des projets sur l'intelligence artificielle. Le dernier pointage que j'ai fait, on est à 25%. Le premier chiffre était de quelle époque, de quelle année? Février de cette année. Ah oui, donc c'est une explosion ultra rapide. Mais sur une chose, qui est la digitalisation des métiers, des savoir-faire et des process. C'est sur ça. C'est sur ça que ça joue. C'est d'engrammer, et en fait, c'est parce que difficulté de recrutement, difficulté de trouver des mains, donc ça s'est traduit de cette manière une explosion. Je ne vous dis pas le nombre de personnes qu'on a embauchées en ce qu'on n'appelle pas la data team, parce qu'il faut des scientists, il faut des analystes, enfin, il faut plein de choses là-dessus. Voilà. Mais pour dire oui, tout ça, c'est au cœur. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que la donnée, et ça c'est un exemple qu'on pourra développer au travers de l'entreprise Stick et Steve, la donnée, elle permet de faire du business. Oui. Stick et Steve, c'est une entreprise qui fabriquait des gamelles et des tuyaux pour de l'agroalimentaire. Ça s'appelle un chaudronnier dans les mots techniques. Mais c'est des gamelles, des tuyaux, on soude, voilà, c'est pour mélanger des produits qu'on va retrouver dans des bars qui donnent parfois du tonus. En tout cas, c'est ce que la pub dit. Voilà. Là-dessus, chaque négociation commerciale était une négociation sur le prix de l'équipement. Et la machine était devenue une utilité, un accessoire. Elle n'avait plus de valeur intrinsèque. L'entreprise a mis de l'intelligence dans son produit. C'est quoi l'intelligence dans son produit? Elle a mis des capteurs, elle a mis des systèmes pour collecter l'information, pour apporter un service supplémentaire à son client, qui est de dire, ma machine, c'est pas une machine qui est malaxe, c'est une machine qui t'assure ta propre sécurité alimentaire. Donc avec ma machine, tu vas pouvoir être compliant, conforme à la réglementation sur la sécurité sanitaire des aliments, par la data que je capte et que je te restitue. Donc ma machine, je l'ai conçue par rapport à toi, client, ce que tu as besoin, non pas par rapport à mon métier de base. D'accord. Et bien cette entreprise, si vous voulez la voir aujourd'hui, maintenant elle est au niveau international, elle a développé énormément de choses autour de la data, mais pas la data pour améliorer la production des machines, la data pour permettre aux clients qui l'utilisent de mieux justement avoir son niveau de performance et d'utilité. Il est allé voir ses clients en disant, c'est quoi l'épine que tu as dans le pied? L'épine qu'ils avaient dans le pied, c'était sécurité sanitaire des aliments, traçabilité. Je m'occupe de tout, je te fais quelque chose. Et ce chaudronnier, à un moment donné, il était en train presque de développer une activité de concepteur de logiciels. On voit le lien. Stick et Steve, ils sont au centre Val-de-Loire. D'accord. Donc il y a une évolution dans les entreprises du coup d'un transfert du pouvoir, j'allais dire. Le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça l'idée. De la production vers ces gens qui sont capables d'installer, de déployer et d'utiliser des dispositifs 4.0, de l'intelligence artificielle, des données. Ça peut être un vrai sujet, ça, quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on veut se lancer dans le 4.0. Tiens, je perds la maîtrise de mon outil de production, de mon entreprise. Je vais essayer de rester dans l'énergie. Usine A, je fabrique des machines. Je suis une usine très capitalistique. Il me faut une usine, un terrain, des machines, des hommes, etc. Ça coûte cher. Usine B, j'utilise cette machine pour faire des produits. Capitalistique, il faut des terrains, il faut des machines, etc., etc. Entre les deux, on imagine qu'il y a des fils électriques qui représentent le flux de valeur. Traditionnellement, vous fabriquez la machine, vous la vendez à monsieur, vous la réceptionnez, flux financier, c'est terminé, vous ne vous voyez plus. Et puis là, il y a un petit malin qui se met juste au milieu avec des grandes cannes, qui vient choper au milieu là, ces câbles électriques, le fameux fil, et qui vient récupérer le flux d'informations qui existe. Et qui va, au travers de ce flux d'informations, le valoriser, pour dire, moi je sais comment il utilise ces machines, donc je sais te dire comment tu vas pouvoir optimiser ta machine, et vous, je sais comment d'autres utilisateurs utilisent la machine, et je vais pouvoir donner des modes opératoires pour vous permettre de mieux exploiter vos machines. Cet acteur qui a les grandes bâches,
qui a les grandes barres là. Pas de capitalistique. Un ordi, ça suffit. Et si on veut pas que ce soit une société de l'IT pure qui fasse ça, c'est soit le producteur d'équipement, soit l'exploitant d'équipement qui doit s'accaparer cette tranche extrêmement importante de la chaîne de valeur, parce que sinon on va se paupériser et on sera toujours mis dans une guerre des prix toujours plus bas, alors que la valeur, elle va se faire au travers de cette data. Donc la possession de la data, le traitement de la data, l'exploitation de la data, j'en vais même jusqu'à dire qu'une nouvelle matière première est née, c'est la data, et il faut être capable, comme nos aïeux les mineurs, d'être capable de savoir où sont les mines, de mettre les techniques d'extraction, les techniques de raffinage pour en faire des produits qui vont se vendre dans des magasins. On m'avait jamais présenté l'économie de la data comme ça, et je trouve ça extrêmement parlant, extrêmement clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très clair. Claude Bouchard, un mot un mot, plein de mots d'ailleurs, parce que c'est un vrai sujet, et je sais qu'il vous tient à cœur sur ces enjeux liés à la formation des salariés dans les entreprises, à tous ces enjeux de formation, d'attractivité d'entreprise, de qualité de vie au travail, d'image de l'entreprise, d'image de l'industrie aussi, dont on sait qu'elle peine à recruter et à fidéliser ces salariés. Donc effectivement, tous ces outils digitaux, tous ces big data qui remontent de partout, qu'on ne sait même pas exploiter, tout ça, ce sont des moyens qui sont mis à disposition des hommes qui, par toutes ces données, justement, vont trouver du confort, parce que ça, c'est un élément clé dans le cadre du travail, une sérénité, parce que ça supprime, comme vous l'avez très bien dit, du stress dans des périodes d'intervention ou autres. Et il est clair que tous ces outils doivent permettre de ramener de la valeur ajoutée aux hommes de l'entreprise, mais également à l'entreprise. Et cette capitalisation de ce savoir au travers des outils numériques est essentielle. Mais tout est mis à disposition, et ce que je voudrais que les jeunes entendent, c'est que tout ça, c'est du confort qu'on apporte aux salariés qui n'existait pas avant. Et ces outils numériques, cette digitalisation permet justement de retrouver une valeur ajoutée humaine au sein de l'entreprise, qui change du mode capitalistique que l'on avait auparavant. Vous allez pouvoir poser des questions, réagir. On a un petit peu de temps pour cela avant la fin de notre séquence. J'ai envie de dire, en vous entendant, que on n'est plus du tout. Alors c'était très point zéro, le fait d'avoir peur des technos, ça va nous piquer nos boulots. Voilà, on va mettre des machines, les hommes n'auront plus de place dans les entreprises. Ça, c'était très 3.0. Le 4.0, c'est presque l'inverse. L'homme est plus que jamais nécessaire et il a complètement changé de statut dans l'entreprise. Je me trompe ou on est vraiment sur cette évolution, de cette mutation de fond? Non, je pense que c'est réellement tout à fait ça. L'homme a toute sa place dans l'entreprise et il faut maintenant l'aider à faire mieux son travail dans de meilleures conditions. Alors ça peut être de l'assistance cognitive avec les exemples que l'on a donnés, ça peut être de l'assistance physique, par exemple, tout simplement en apportant des gants bioniques. Nous, on a équipé nos opérateurs de chantier avec des gants bioniques, avec des exosquelettes pour réduire donc, les maladies qu'on appelle les TMS. Troubles musculo-squelettiques. Voilà, et donc faciliter l'appréhension de certains objets qui ne sont pas forcément très lourds, mais s'ils le font 50, 100, 200 fois par jour, qui peuvent éventuellement leur générer des problèmes. Donc oui, l'homme est réellement au centre de l'industrie du futur, et à nous, offreurs de solutions, entreprises, de leur apporter des outils qui vont leur permettre de faire leur boulot le mieux possible. Allez-y. Et puis question après. Les experts ne sont pas tous d'accord entre eux sur les chiffres que je vais annoncer, sur le pourcentage de métiers qui vont être fortement impactés par le digital. Il y en a finalement très peu qui vont disparaître, mais qui vont être fortement impactés. Donc ça se bat entre 30, non c'est pas 40, c'est pas 30, c'est 40, c'est 50, c'est 60, peu importe. Même si on prend le chiffre 50, au milieu. D'ici 2030, 8 ans, est-ce que vous pensez qu'avec 0,6% de la masse salariale de formation classique, on va être capable de relever ce challenge de formation de ces personnes? Donc forcément, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Le digital en est une, le compagnonnage en est autre, le tutorat en est un troisième, la formation tout au long de la vie en l'est, et je sais qu'il y a des écoles d'ingénieurs ici qui réfléchissent ou des écoles de techniciens qui réfléchissent très sérieusement sur la formation tout au long de la vie, mais simplement, si on prend ça, 50% de la population active à former, sur moins de 10 ans, eh bien, les mécanismes habituels de formation ne sont pas capables d'y répondre.
Donc on est devant un enjeu vraiment sociétal. Là. Pas Claude qui dira le contraire. 100% d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense, j'en suis sûr. Tout le monde peut poser des questions, y compris mesdames et messieurs les étudiants, qui êtes les bienvenus. Moi, je vais commencer. Bruno. Donc, moi, je vais revenir sur des choses que vous avez dites qui me paraissent essentielles. Je dirais la montée en valeur. Ça, c'est déjà une chose importante, la montée en valeur pour le positionnement des entreprises. Et cette montée en valeur, vous avez parlé du produit, mais vous avez dit aussi fait pour penser, fait pour faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de fusionner les deux? C'est-à-dire au poste de travail, c'est vraiment l'opérateur qui est au nœud, je dirais, de la réussite. Et donc, pour moi, l'élargissement des compétences au poste de travail, c'est aussi l'élargissement du périmètre d'action. Vous avez parlé du bureau d'études, qui après passait au poste de travail. Après, il y avait le contrôle qualité. Après, il y avait la maintenance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la polyvalence au poste de travail avec des outils de données numériques qui aident à la décision parce qu'il y a toujours des imprévus. Et donc, c'est l'intégration et la compétence élargie au poste de travail. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, oui et. Sur ce fait-là. D'ailleurs, il y a nous sommes, je suis moi-même sponsor d'une chaire, d'une école dont je tairai le nom, dont la chaire, c'est le futur du travail et le travail du futur. On travaille sur 3 leviers. Deux leviers qui sont liés, qui sont l'autonomie et la responsabilisation, et un autre levier qui est le design du travail. C'est-à-dire que c'est celui qui fait qui sait. Celui qui fait qui sait. Dans la réalité, donc ce design du travail, c'est une méthodologie setting qui existe, qui s'appelle Tech Care. Comme Tech comme l'outil de travail. Tech Care déjà parce que ça veut dire prendre soin et je trouve ça sympa. Mais Tech comme l'outil de travail et le Care c'est le C qui est la base de la confiance. Donc là, c'est le et. Tout va dépendre dans l'entreprise du niveau de confiance que l'on fait aux différentes des personnes. Fait-on confiance à un opérateur pour définir lui-même la meilleure machine dont il a besoin? Poser la question simplement comme ça à quelqu'un d'un bureau d'études qui a fait 5 ans d'études et 10 ans d'expérience, il aura du mal à dire oui avec un grand sourire tout de suite. Le deuxième, c'est l'autonomie et la responsabilité en même temps. Trouver des gens qui veulent de l'autonomie, on en va tout autour de nous. Des gens qui veulent prendre la responsabilité qui va avec l'autonomie, ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc se pose la question à ce niveau-là de dire, dans les décisions, c'est quoi les décisions vertes que la personne au poste va pouvoir prendre? C'est quoi les décisions rouges qui, de toute façon, sont de l'ordre du management? Et puis les décisions jaunes qui sont aujourd'hui de l'ordre du management et qu'on veut descendre au niveau de l'opérateur en lui donnant cette responsabilité. Encore faut-il qu'il le prenne. Et l'indicateur suprême de tout ça, c'est le niveau d'engagement. Et quand on fait ça, il y a du résultat. Donc oui sur votre question, et parce que les conditions de réussite de tout cela sont bigrement complexes, parce que c'est accepter de lâcher prise sur des métiers sur lesquels parfois on a fait de longues études et on a eu des longues expériences pour être capable de l'acquérir. Mais oui, 1000 fois oui, et c'est en tout cas un des gros axes de développement aujourd'hui de nos équipes, qui est de dire comment peut-on déployer d'une manière très très large ces principes Tech Care, c'est-à-dire ces principes de design du travail qui vont avec l'évolution des modes d'organisation, de management et associés au niveau des entreprises manufacturières et des PME en particulier. Et c'est bizarre, mais on fait ça aussi avec des écoles d'ingénieurs et surtout avec des écoles d'ingénieurs. Oui, et le cas Sori a montré que je pourrais citer aussi un autre cas qui est CTF, donc une TCT, donc une compagnie dans le travail du papier, qui avait la réputation de n'embaucher que les bras cassés, ce que à tort on appelle les cas sociaux, hein, mais c'est voilà. Et simplement, lui, il a une croyance que dans chaque individu, il y a une richesse. Si on se donne la peine d'aller la chercher. Entre ces deux entreprises, il y a ces points communs. Et ces deux entreprises
ont des unités extrêmement automatisées, extrêmement pilotées, et pourtant, au départ, je crois que celui qui a le plus gros diplôme, il va avoir un BEP. Ça ne veut pas dire que le diplôme est aidant, certes, mais ce n'est pas la condition nécessaire et suffisante. Il faut simplement croire à l'être humain. Et je voulais rajouter une chose, on parle souvent de délégation de responsabilité, il faut savoir accepter aussi l'échec, mais ce n'est pas un échec, c'est l'expérience. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que je disais, dans la c'est culture anglo-saxonne. le droit à l'erreur, c'est terrible comme formule. Il n'y a rien de pire pour mettre quelqu'un dans une situation de chrysalide et de ne pas bouger. Donnez-lui le droit à l'expérimentation, le droit d'apprendre, c'est complètement différent. Par contre, si le manager il a ton bon du premier coup tout de suite, ouais, mais tous nos modèles qualité dont on parlait tout à l'heure, ils sont hérités sur le bon du premier coup. Hein. Allez, y a-t-il une autre intervention dans la salle? Question, réaction. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Ça ne sera pas une question. Donc, Gérard Vallée, délégué régional du 7e. C'est pas de surprise. On a parlé de la migration vers l'industrie du futur. On a vu plein de niveaux d'intervention différents, hein, puisqu'on a parlé de capteurs, on a parlé d'équipements de production, on a parlé d'organisation avec réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui était aide opératoire, etc. On a parlé de pilotage d'entreprise, de relations clients-fournisseurs et même de business model et de RSE. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour les entreprises industrielles, PME et ETI, tous ces accompagnements qui nécessitent souvent quand même une expertise extérieure peuvent bénéficier d'un financement à travers le plan Industrie du futur de la région. Et donc, c'est important, s'il y a des industriels de présent, de bien avoir ça en tête, parce que d'avoir jusqu'à 50% de subventions sur la partie conseil, ça peut aider au déclenchement de cette fameuse mise en mouvement dont on a parlé. Merci de la précision. Allez, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je voudrais un peu qu'on parle d'environnement, d'ailleurs. C'est ça, moi j'ai interpellé les jeunes qui sont là. Parce que on n'en a pas parlé alors que vous avez lâché le mot, mais je voudrais bien qu'on en parle. J'allais les interpeller là-dessus. Ouais. Interpellons les jeunes, alors. Étudiantes, étudiants, si vous avez... voilà, si ça vous a évoqué quelque chose, si ça a touché quelque chose chez vous, allez-y. Vous aviez parlé qu'il fallait mettre d'abord la question sociale, puis sociétale, puis environnementale et enfin économique. Mais donc pourquoi avoir mis la question environnementale en troisième point? Bonne question. Merci. Après la société et le social. Si j'avais dit environnement social, sociétal, vous auriez dit pourquoi vous avez mis le social en troisième point. Malheureusement, les phrases sont faites de mots les uns après des autres. Ce que je voulais dire simplement, c'est que le driver de pilotage de l'entreprise économique aujourd'hui ne suffit plus. Et les drivers de pilotage d'une entreprise, ils sont à la fois économiques et environnementaux, et en même temps sociaux, et en même temps sociétaux. Et il faut qu'on réinvente même la manière de voir comment on fait de la comptabilité de la chose. On travaille par exemple avec des experts comptables sur ces éléments. Ils ont peu d'éléments pour valoriser ce que monsieur dit sur le côté environnemental, sur le côté sociétal, sur le côté social. Or, ce qu'on appelle les externalités, hein, depuis ça regroupe cette notion-là. Vraiment bizarre comme mot, l'externalité, quand ça touche le cœur des choses. C'est comme si je vous disais que votre cœur est extérieur à vous. Hein. Ouais. Je ne suis pas sûr que vous apprécieriez. Mais c'est l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, quel qu'il soit, l'environnement naturel, l'environnement économique et social. Oui, réciproquement. Et réciproquement. Réciproquement, parce qu'aujourd'hui, si on fait un tout petit peu de macroéconomie, il y a 3 grands leviers, 3 grands drivers qui permettent de driver une économie. C'est les attentes du marché. Voilà. C'est les systèmes de régulation que met un législateur, qui va donner des normes et des règles. Je vous donnerai juste un exemple là-dessus. Et puis le troisième, c'est les choix que vont faire les citoyens, parce qu'une entreprise produira ce qui s'achètera. Hein. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le driver attente du marché vient être complètement impacté par les 2 autres. Et aujourd'hui, transformation numérique d'une entreprise, transformation environnementale du numérique, c'est les 2
face d'une même pièce indissociable. Et raisonner en deux silos séparés, je pense que c'est une erreur de mode enfin, c'est passé à côté, pardon, avant de dire que c'est une erreur, c'est passé à côté de grosses opportunités. Donc oui, il y a ces éléments-là qui arrivent complètement. La question mériterait qu'on y passe l'après-midi, mais de quelle manière la mutation vers l'industrie 4.0, la mise en œuvre de ces outils technologiques, de ces dispositions de modes collaboratifs, de ces nouvelles façons de travailler et de gérer l'entreprise, impacte-t-elle ou contribue-t-elle à la transition écologique? C'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Allez-y. Sortons un cahier des charges. Ouais. Sortons un cahier des charges aujourd'hui et regardons comment sont constitués les cahiers des charges d'achat d'un équipement, d'achat. Il y a des critères qui commencent à apparaître qu'on ne voyait pas apparaître il y a encore 12 mois. Des critères sur l'impact carbone. Démontrez-moi l'impact carbone du process que vous me proposez. Démontrez-moi l'impact sociétal du produit que vous me proposez. Donc, comment vous maîtrisez toute votre chaîne de sous-traitance qui permet d'arriver. Voilà. C'est quelques éléments qui apparaissent aujourd'hui, mais encore une fois, le marché, le législateur permet. Regardez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était moins cher de mettre un déchet dans un trou en France que d'essayer de recycler. Oui. Ok ? En même temps, ça coûte plus cher de mettre un déchet dans un trou en Allemagne que de le recycler. Et depuis longtemps. À votre avis, dans quel territoire se sont développées les solutions de valorisation des déchets? Donc, on a tous une responsabilité collective et aussi politique en termes de régulation. Le marché, le législateur, et ce matin, les exemples que vous avez eus, c'était des exemples sur le citoyen qui, par son choix d'achat, driver un certain type de produit. Donc, c'est ça aussi, être chef d'entreprise, c'est être à l'écoute de ces trois drivers pour savoir à quel moment ils vont s'activer, pas les activer trop tôt, parce que si vous avez trop de jaune du futur et pas assez de vert pour vivre aujourd'hui, bah, vous n'existerez pas demain, mais si vous n'avez pas du tout de jaune, vous n'existerez plus demain non plus. Donc, c'est tous ces équilibres. Jocelyn? Oui, je voulais aussi dire un mot sur les aspects environnementaux. L'industrie du futur, on a parlé beaucoup des aspects sociétaux, de tout l'apport qu'on peut avoir sur les opérateurs. Sur le côté environnemental, c'est un peu la même chose, à savoir que de plus en plus de solutions viennent contribuer à une meilleure performance globale des entreprises au niveau environnemental. Ce qu'on appelle la décarbonation de l'industrie, elle se fait au travers de différents leviers. Voilà, il y a le stockage, je ne vais pas forcément citer tous ces leviers qu'on peut avoir dedans. Un de ces leviers, c'est la performance énergétique. Si on fait un zoom sur la performance énergétique, on peut aller dans la performance énergétique des infrastructures. Donc ça, on l'a tous fait depuis des années, et ça ne suffit plus. Si on veut aller un peu plus loin, il faut commencer à s'intéresser à la performance énergétique du process industriel en lui-même. La performance énergétique d'une cabine de peinture, d'une table de manutention, etc., de tous ces process qu'on peut trouver dans les industries. Et là, les solutions industrie du futur vont permettre d'aller un peu plus loin et permettre de répondre à ce sujet qui, pour l'instant, n'a pas été trop traité depuis toutes ces dernières années. On va commencer à pouvoir s'y intéresser, et avec la data science et l'intelligence artificielle, on va pouvoir se dire, et on commence à se dire aujourd'hui, il est possible de modéliser le fonctionnement énergétique d'une ligne de production, d'un atelier, voire d'une usine, voire de plusieurs usines, de définir des modèles, et puis à partir de là, d'émettre des alertes dès qu'on détecte une dérive du modèle pour justement revenir sur des performances énergétiques les plus optimales possibles. Claude? Oui, cette performance énergétique, ça fait plusieurs années, voire décennies, où les entreprises sont sensibilisées à cette performance, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, hein. C'est celle qui décarbone tout, puisqu'on n'en a pas besoin. Et je pense que le premier acteur, c'est le consommateur, l'utilisateur dans cet enjeu environnemental, dans la mesure où c'est par nos choix d'achat qu'on orientera effectivement derrière les outils de production et les façons dont vont être produits les besoins de demain. Donc c'est à chacun d'être acteur de ses choix et pour impacter sur l'environnement de demain. Parce qu'effectivement, on aura beau produire tout ce qu'on veut, si on n'a pas de clients devant, ça ne sert à rien.
Et je pense que l'énergie, ça vaut pour pareil. Il faut vraiment réfléchir à quelle énergie on a besoin, parce que celle qui décarbone le mieux, c'est celle qu'on n'utilise pas. On a le temps de prendre encore une question ou une remarque ou un témoignage. Non, je ne vois pas de demande, de prise de parole. Si. Allez-y. J'ai entendu beaucoup, du coup, pour ce qui était de la transition au niveau numérique et qui avait du coup des besoins pour tout ce qui était des data et un petit peu de sécurité. On en a un peu moins parlé. Et actuellement, quel marché éventuellement pour notamment nous qui sommes étudiants en informatique et éventuellement est-ce qu'il y aura une demande qui peut bien évoluer au niveau des postes qui pourraient être recherchés de la part des entreprises? Dans le domaine de la data, plus spécifiquement, votre question c'est oui, ça et après, s'il y a d'autres. Est-ce qu'on a un petit exercice de prospective là sur les besoins en compétences Déjà, envoyez-nous notre CV, parce qu'on recrute énormément dans ces aspects-là, 200 personnes de recrutement sur ces questions dont on vient de parler. Voilà. Ensuite, c'est vrai on a besoin de spécialistes de domaine, mais on a aussi besoin de gens capables de faire l'intégration de ces spécialités. Et surtout sur une PME. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de data team plutôt que de data scientist, de data executive ou que sais-je. On a besoin de team là-dessus aussi sur ces éléments-là. Mais aujourd'hui, la donnée, c'est une matière première à raffiner. Donc oui, il y a des boulevards devant vous. Si vous avez de l'appétence pour développer à la fois vos compétences sur la data, et si vous avez une appétence ou un amour pour les process et les hommes qui vont utiliser ces datas. Et l'association des deux, c'est ça qui fait la véritable performance. C'est d'être capable d'être à la fois un bon scientifique, que ce soit sur l'analyse, sur la stat, sur la capacité de remettre en interface homme-machine la donnée, de faire parler la donnée, mais aussi dans votre capacité d'écoute, de compréhension, d'observation du travail réel, pour que le mirage qui dit qu'avec la data, on va pouvoir se passer de l'expérience humaine, c'est les entreprises de l'IT adorent dire ça, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Ni la réalité, enfin en tout cas, j'espère pas. Pas d'autres compléments sur cette question? Non? En tout cas, envoyez votre CV, voilà. Ça sert aussi à ça, des conventions et des salons, c'est à rencontrer des entreprises qui et si vous êtes très expérimenté, envoyez aussi votre CV. Quel que soit le niveau, vous intéressez les entreprises. Voilà, c'est le message. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages, vos explications. Je pense qu'on a un peu défriché le sujet de l'industrie 4.0 avec une première partie qui était un peu théorique peut-être, mais c'était important de poser les enjeux et le contexte, et puis un certain nombre d'exemples pour vous permettre de bien comprendre ce que c'est que l'industrie 4.0. Alors, suite de l'après-midi. Je vous remets juste un petit cadeau. Ouais, pardon. Un petit cadeau qui va lier la tradition à la modernité. Oui. Donc là, je vous remets une chaîne YouTube. Pardon? Une chaîne YouTube. Une chaîne, oui, d'accord. Qui est sous forme de papier, Oui. mais qui permet simplement avec des flashcodes d'aller visiter un certain nombre d'exemples industriels, parce que je sais qu'en tant que journaliste, vous êtes friand de ça. C'est gentil. Donc, vous flashez code là-dessus Ok. et vous aurez des tas d'exemples industriels. Merci beaucoup.